Alors nous recevons sur ce plateau, comme vous pouvez le constater, Maître Kabouya Dona Kazadi. Il est maître avocat, en même temps analyste politique. Nous sommes avec lui dans cette émission e-politique, bien entendu, en train de faire la ronde de la situation sociopolitique de la RDC. Nous sommes très contents et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors d'entrée en jeu, Maître Dona, quelle petite analyse faites-vous par rapport à ces mois de femmes qui a commencé? Ils ont tous ces mois comme pour dire que tous les restes de mois, les 11, sont pour nous les hommes. Voilà. Et donc, c'est pour moi une considération assez, j'estime, pas bonne, parce que si on croit que le seul mois de mars est réservé à la femme, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas s'occuper notamment de la défense de leurs droits pendant tous les autres mois. C'est un peu limiter la femme, limiter sa lutte, et je pense que les femmes devaient considérer chaque jour de la vie comme étant un jour dédié à leur lutte. Et donc, elles doivent apprendre à lutter pour leurs droits chaque fois et chaque jour. Et donc, le 8 mars ne doit pas être considéré comme une journée de fête, hein. C'est une journée de réflexion sur les droits de la femme. Et la femme devait donc apprendre à analyser, à évaluer sa considération sociale, surtout ici chez nous en Afrique. Le travail des acteurs sociaux, vous journalistes, nos analystes politiques, les autres acteurs de la société civile, je pense que nous devons faire comprendre à la femme ce que c'est que cette journée du 8 mars, quels sont les objectifs qu'elle poursuit, pour que dans les prochains jours, la femme apprenne d'abord à comprendre, intérioriser la notion de la défense des droits des femmes, et qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne prennent pas ça comme une journée de festivité. Et voilà, c'est ce que moi je Donc ça ne sert à rien de porter le pagne et se dire, bon, on a porté le pagne, c'est notre mois, c'est fini. Donc la reconnaissance de ses défenses en tant que femme. Mais voilà, il ne faut pas se limiter au port du pagne. Le port du pagne, bon, les femmes portent le pagne chaque jour, hein. Tout le mois. Alors s'il faut se limiter au pagne, c'est que c'est ce qu'on fait chaque jour, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne doit pas se limiter à ça, on doit savoir défendre ses droits, et donc aussi savoir faire en sorte d'être en compétition avec l'homme, parce que apparemment ce n'est pas ce que la femme fait, hein. Nous avons quand même l'avantage de fréquenter certains milieux où les femmes ont des postes de responsabilité, et nous croyons que la femme doit faire beaucoup d'efforts pour améliorer ses qualités, ses compétences, pour être totalement en compétition avec l'homme. Merci beaucoup, Maître Kabouya Kazadi Dona, pour ces précisions. Donc, aux femmes, de prendre toutes ces considérations, toutes ces choses vraiment en considération. Le mois de femme ne se limite pas seulement au port de pagne, mais c'est très important que les femmes puissent vraiment se valoriser, se prendre vraiment, reconnaître vraiment leur défense et surtout leurs droits en tant que femmes. Alors, merci beaucoup pour ces petits mots placés par rapport à ces mois de femmes. Alors, Maître Dona, si vous êtes sur ce plateau, c'est en tant qu'analyste politique, nous l'avons bien dit. Alors, depuis un mois déjà et plus, nomination de jeunes comme Premier ministre. Nous avons cité le Premier ministre Jean-Michel Sama qui a fini ses consultations. Il y a d'espoir pour la RDC, surtout que le chef de l'État il lui reste plus que 2 ans pour finir son mandat. Une lueur d'espoir. Je préfère juger le Premier ministre sur les résultats. Il a été nommé, il n'est pas encore investi par le Parlement. Et donc, je crois qu'il me semble être impossible de les juger. Je vais juger son premier acte ensemble avec le président de la République.
Le premier acte que l'on pourra juger, c'est la composition de l'équipe gouvernementale. Parce que... selon les rumeurs qui seraient évaluées à 44 ou 45 ministres. Hein. 44 ou 45 ministres, c'est dans l'objectif de restreindre l'équipe gouvernementale ou de restreindre les trains de vie des institutions. Mais il me semble, pour ce qui me concerne, que 44 ministres, ça fait encore un peu trop. Je pense qu'il fallait encore beaucoup plus réduire l'équipe gouvernementale. Mais dans la RDC, c'est 80 millions d'habitants, non? C'est très vaste. C'est 80 millions d'habitants. 44 minutes, c'est quand même abordable par rapport à 66 auparavant. Je suis totalement d'accord avec vous, mais on ne doit pas oublier qu'il y a eu des présidents qui ont dirigé ce pays avec moins de 30 ministres et qui l'ont peut-être bien dirigé. Je ne veux pas dire que ceux qui sont là ne l'ont pas bien dirigé, mais vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont dirigé ces pays avec une équipe de moins de 30 ministres et qui ont bien fait les choses. Je ne pense pas que diriger ces pays relève, pour ce qui me concerne, diriger ces pays ne relève pas de la grandeur de l'équipe gouvernementale. Parce que de toute façon, notre budget, il est de moins de 7 millions de dollars. Hein. 7 milliards. 7 milliards, allais-je dire. Moins de 7 milliards de dollars, on doit avoir 40, 50, 60 ministres pour en faire quoi? Pour moi, pour ce qui me concerne, il y a même certaines institutions qui ne devaient pas exister dans ces pays. Oui, là on en a fait cas. Selon les informations, il y a beaucoup de fusions de ministères, ce qui fait que pour un peu, parce que nous parlons de l'Union sacrée à Maître Donat. Dans l'Union sacrée, il y a aussi la participation de ceux-là qui ont quitté par-ci, par-là pour répondre à l'appel de l'État. Il ne faudrait pas qu'ils soient alors totalement déçus. Hein. Voilà, les malheurs de ces pays, c'est celui-là. De penser que... pour mieux diriger, il faut satisfaire tout le monde. Voilà. De penser que pour mieux diriger, il faut satisfaire tout le monde. De penser que la classe politique doit être satisfaite parce qu'on change de camp. On est dans l'obligation de devenir ministre. Mais voyons, vous avez travaillé pendant un bon moment. Vous n'avez pas de résultat. Vous échouez, vous voulez quand même passer des classes. Ça ne va pas là. Hein? Ça ne va pas. On en a suivi. Mais il y a Steve Mbikaï qui réclame aussi sa part au sein du gouvernement. On l'a suivi sur les réseaux sociaux et faire les bruits par-ci, par-là. Bon, j'ai toujours difficile de parler de personnes, mais je me dis, dans sa globalité, le gouvernement Ilukamba a échoué. Alors, quand on a été membre de ce gouvernement, je pense que si on est un bon citoyen, il faut pas réclamer on doit en principe être trop réservé avec ces genres de réclamations. Hein? Quand vous dites haut et fort qu'on doit nécessairement faire de vous un ministre, il a besoin d'un poste parce qu'il fait partie des AFDCA de Modeste Bahati. Voilà. Est-ce qu'à l'AFDCA de Modeste Bahati, il n'y a que lui? Voilà. La réponse me semble être non. Alors, si la réponse est non, c'est qu'il peut accepter qu'on mette des personnes qui peuvent réussir. Hein? Parce que pour moi, il était de l'équipe qui vient d'échouer. Je me dis que cette équipe a échoué. Et quand vous avez échoué, soyez un peu modeste. Laissez les autres faire. C'est les autres faire. Maître Donat, les téléspectateurs ont suivi votre analyse par rapport à ça. Mais la question qui nous vient en tête, l'union sacrée de la nation, vision de chef de l'État, comme nous avons à comprendre tout cela. Est-ce que cette union sacrée viendra vraiment résoudre la solution de paisibles citoyens qui ont vraiment tant souffert? Est-ce que il y a quand même, on peut se dire que bon, cette fois-ci c'est la bonne? L'union sacrée, comme le Premier ministre, je les attends
sur les résultats. Ah, vous vous réservez carrément. Je me réserve parce que je risque de mettre un avis qui pourra me décevoir Donc, dans le tellement futur. que vous êtes déçu, vous n'avez pas encore besoin d'anticiper avec... Je crois que je n'ai pas besoin de... Même avec un peu d'optimisme, non? Je préfère être réaliste. Alors, c'est M. Donald Kabouya, on l'a dit, il est analyste politique, mis à part qu'il est maître avocat. Alors, M. Donald, on évolue avec l'actualité politique en RDC. Vous avez suivi récemment les prélats catholiques qui a interpellé le gouvernement, plutôt la présidence particulièrement, sur la tenue ferme et stricte des élections en 2023. Et donc, on ne donne même pas une seconde au nouveau président de la République parce qu'en 2023, on a besoin d'élections. Et on a eu les réactions qui fusent de partout. Et d'ailleurs, cette polémique de gens, entre parenthèses, pro-président qui ont réagi, mais d'autres du camp politique du président de la République qui ont même commencé à taquiner tout petit peu le prélat catholique avec... soi-disant diocèse fictif, école fictive des écoles catholiques. Quelle analyse, quelle lecture vous avez faite par rapport à ça? Vous savez, je suis parmi les gens qui étaient contre les dépassements de la période électorale sous Joseph Kabila. Je n'échangerai pas de position aujourd'hui. Même si vous avez un peu de bonnes relations, même si vous avez un sentiment même si pour j'ai le président de la République. des bons sentiments pour les chefs de l'État, je pense que notre jeune démocratie doit se réconforter. Et donc le prélat catholique a raison. Le prélat catholique, je pense qu'il a raison en interpellant. Maître, je ne vous interromps pas avant que vous n'avanciez. Est-ce que c'est le moment de faire cette interpellation-là? Ou bien il y a quelque chose qui se cache là? On ne sait pas. Des déclarations ont commencé à être faites il n'y a pas très longtemps par certains partisans qu'il était difficile d'organiser les élections en 2023. Or, je dois dire que ce délai est constitutionnel. Nous avons milité dans ces pays pour le respect de la Constitution. Alors, ce n'est pas parce que nous avons une certaine considération ou alors une certaine empathie pour le pouvoir en place que nous devons nécessairement soutenir des violations de la Constitution. Non, je pense pour moi que d'ailleurs, j'ai aimé la réaction du président de la République. Qui a consisté à punir, à sanctionner ceux qui ont répondu, je comprends que le président de la République nous a quand même amené un changement parce que ces gens qui ont réagi à la déclaration de la SENCO ont été immédiatement remplacés à la présidence de la République. Et d'ailleurs... C'est à cause de la réponse qu'ils ont donnée à la SENCO. On n'a qu'à analyser les faits, on comprendra immédiatement après que c'est... Parce que dans la sanction, entre parenthèses, comme vous l'avez dit, il n'y a pas mention de ça. On n'a pas mentionné qu'on a réaménagé parce qu'ils ont répondu à la SENCO. Oui, mais l'administration ne vous dira pas ça à la présidence de la République. Le président de la République ne vous dira pas que c'est parce qu'ils ont réagi à la déclaration de la SENCO que je les ai remplacés. Mais il a quand même constaté que son équipe de communication ne faisait pas un bon travail et que donc il fallait la réaménager. Ils ne faisaient pas un bon travail ou bien c'est seulement à partir du moment où ils ont réagi? Je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense, pour ce qui me concerne, que c'est notamment pour cette réaction qu'ils ont été remerciés. Et donc, même si, en tout état de cause, j'ai certains amis dans cette équipe et je me dis que... non, dans l'équipe de communication qui a été remplacée, et donc
je me dis que bon, quand on a de responsabilités d'État, on ne tient pas compte de tous ces facteurs. Alors, maître, on est toujours dans ces dossiers-là. Si j'ai posé la question, est-ce que c'est le moment, parce que vous le savez vous-même que depuis, on voit depuis qu'on a dégagé l'ancienne équipe de Janine Mabunda qui avait les dossiers Rossard Malonda, ça fait un moment avec tout ce qui s'est passé là, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Est-ce que ne trouvez-vous pas que l'Église catholique, en réclamant les élections en 2023, il doit d'abord se remettre en cause par rapport à ce qui s'est passé avec cette élection-là? Parce qu'il faut qu'on reprenne ça. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de flou à ce niveau-là? Et même alors, s'il faut qu'il y ait les élections, vous ne trouvez pas qu'il faut commencer par les dossiers Malonda qui doit animer, qui doit conduire l'équipe de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie? Tout ça, ce sont des vraies questions que l'on doit se poser. Je suis d'accord, je suis de ceux qui pensent que pour organiser une élection, il faille qu'il y ait des réformes électorales. Mais pour moi, on ne doit pas... le recensement qui va prendre au moins 5 ans, ce n'est pas ici, maître. Bon, si on doit glisser parce qu'on doit faire un recensement... Ce n'est pas les glissements. Je commence à me poser des questions. Non, c'est vous qui avez parlé des réformes, non? Je parle des réformes. Dans les réformes, il y a aussi les recensements. On a organisé 3 élections, si je ne m'abuse pas, on n'avait pas fait de recensement. Qui n'étaient pas des bonnes élections. Qui n'étaient pas des bonnes. On doit dire des vérités. Hein. Même à ceux qui réclament qu'il y ait les élections, ils savent eux-mêmes qu'il n'y a pas de bonnes élections. Vous avez entendu les acteurs politiques pendant tout ce temps parler du recensement d'abord? Quelques-uns. Quelques-uns, pas tous. Et donc, c'est pour moi... C'est vrai que la question des recensements est assez capitale, mais si elle va nous pousser à dépasser les périodes électorales, ça ne sert à rien. Il faut la calmer, hein? Il faut aller avec petit à petit. Je crois qu'on peut commencer les recensements, mais achever ces recensements après le cycle électoral. Ça veut dire? Parce que je pense qu'on peut organiser les élections avec les fichiers électoraux, retravailler les fichiers électoraux que nous avons aujourd'hui, en y insérant naturellement les nouveaux majeurs, en extirpant les personnes décédées, ceux qui ne sont plus électeurs en ce moment-ci. Et organiser une nouvelle élection. Mais en laissant quand même les infiltrer, en parenthèse, les États. Parce que c'est la raison pour laquelle on réclame le recensement. Mais quand nous parlons de l'extirpation des personnes qui n'étaient pas censées élire, nous parlons notamment de ce genre de cas. Et, ces étrangers, s'ils existent, parce que je n'avais pas géré les fichiers électoraux, donc je ne connais pas si on avait enrôlé ou pas. Je ne sais pas si on avait enrôlé ou pas les étrangers. S'ils existent, il faille donc les extirper avec des personnes qui sont décédées, par exemple, des personnes qui ne peuvent plus voter ou qui ne pouvaient plus voter, qui ne pouvaient pas voter, et nettoyer donc ces fichiers et organiser les élections dans les délais constitutionnels, parce que c'est notre constitution. Soit on en veut, et si on n'en veut pas, on cherche une nouvelle. Et s'il faut en chercher une nouvelle, c'est aussi une bonne proposition, non? Avec l'union sacrée, tous ces resserts au chef de l'État, s'il y a des propositions dans ce sens, parce que nous craignons alors qu'il y ait des propositions dans le sens des réformes, et quand on va toucher à ça, vous allez crier au glissement, c'est tout ça le problème. Vous savez que si on réforme, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir le courage de revoir certaines choses dans ces pays. Ces pays a besoin d'un développement. Nous ne devons pas rester dans les populismes. Je suis de ceux qui pensent que dans ces pays, il nous faut à
un certain moment, nous regarder en face et nous dire des vérités. Parmi ces vérités, je pense qu'il faille un jour faire une révision constitutionnelle. Un jour. Un jour, c'est peut-être Ça aujourd'hui peut ou être demain ou après 10 ans. Ok, ça peut être lors de cette mandature seulement et même après un Oui, mois. mais en faisant cette révision constitutionnelle, il faut éviter d'avoir des calculs politiciens derrière la tête. Ok. Les réformes... Il ne faut pas fâcher la population. Oui, il ne faut pas fâcher la population, ça c'est une chose. Mais il faille, en faisant une révision constitutionnelle, je pense qu'il faut corriger des erreurs qui se sont glissées dans notre constitution actuelle. Le malheur avec nous Congolais, c'est que nous prenons des choses, nous les transposons chez nous sans tenir compte de nos réalités. Si nous avons cette constitution, il faut respecter les délais constitutionnels. Si nous la revisitons, il faut revoir la question notamment du mandat du président de la République. Vous voudriez... Ces pays, j'ai un point de vue, je pense pour moi... Votre point de vue, vous êtes analyste politique. Je pense pour moi... Le président peut avoir 10 ans, un mandat qui peut coûter 10 ans. Ça ne dérangerait pas. Ça ne dérangerait pas de travailler à fond. Je ne parle pas de ça que parce que... le président de la République actuelle est en place. J'en ai quand même parlé aussi du temps de Joseph Kabila. Je pense, pour ce qui me concerne en tant qu'analyste, qu'avoir un président de la République qui ne fait que 5 ans... Pour un pays comme le nôtre, oui, à la tête d'un pays comme le nôtre, c'est pas assez suffisant. Je le dirais même si quelqu'un d'autre... président de la République. Même l'autre président, oui, parce que je n'hésite pas de critiquer l'actuel pouvoir quand tout ne va pas bien. Mais là, je donne un point de vue assez personnel. D'accord. Je pense qu'il faille accorder soit 7 ans, ou à la rigueur, ne viennent pas donner des raisons du genre, voilà. J'ai cherché à faire ceci. Maître, mais quand vous évoquez ça, c'est une bonne proposition. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? On va en France, c'est 4 ans. 4 ans ou 5 ans aux États-Unis, mais même seulement qu'en Afrique, il y a un problème. Ces deux pays ont déjà des fondamentaux. Pour la plupart des pays européens. Voilà, pas les nôtres. Ces deux pays ont des fondamentaux. La République démocratique du Congo a besoin de poser les bases. Jusqu'à ce jour, je pense que nous n'avons pas encore poser nos bases pour un décollage. Et donc, il faut d'abord les poser. Et quand on les aura posées, on pourra peut-être revoir... Maître, ce que vous dites, c'est bien bon. Mais on va poser les bases avec quel type d'homme, quel type de politicien, quel type, ce sont des questions que l'on se pose. Voilà, quel type d'homme, quel type de politicien. C'est les malheurs de la République démocratique du Congo. Le Congo n'a pas d'hommes. Ou il a d'hommes, mais qui ne sont pas là où il fallait qu'ils puissent être. Malheureusement, chez nous, pour accéder aux fonctions politiques ou publiques, il faut être membre d'un parti politique. Ça dérange souvent. Surtout qu'on a enlevé les trucs des indépendants avec... voilà. Avec Obé-Minam, ça n'existe plus. Hein? C'est une réforme que moi, j'avais vraiment aimé parce que dans ces pays, il y a eu autant de partis politiques, des partis même malades. On peut aller vers cette réforme-là pour avoir moins de partis politiques. Plateformes politiques. Exactement. Avoir moins de partis politiques et nous éviter un peu certains brouilles. Hein? Et puis, ces partis pourront aussi avoir le temps de former leurs cadres et militants parce que ce que nous voyons là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, nous recevons sur ce plateau, comme vous pouvez le constater, Maître Kabuya Dona Kazadi. Il est maître avocat, en même temps analyste politique. Nous sommes avec lui dans cette émission e-politique, bien entendu, en train de faire la ronde de la situation sociopolitique de la RDC. Et là,
Après avoir vidé le dossier Premier ministre, dossier élection avec prélat catholique, on descend un tout petit peu dans les dossiers insécurité à Maître Dona. Baba Kyungu a fait une déclaration récemment. Le fait que Kabila soit au Katanga, c'est une insécurité. Il y a l'insécurité non seulement au Katanga, vous avez su le meurtre de l'ambassadeur, l'insécurité à l'est du pays, ça devient un peu chiant, passez-moi l'expression. On a l'impression qu'il y a un pouvoir en place, mais c'est presque, ce dossier-là vraiment n'est pas totalement vidé. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Quant à la déclaration de Baba Kyungu, bon, c'est son point de vue. Hein. Ouais. Et en tout cas, l'ex-président de la République fait peur dans cette partie de la RDC. Je pense, pour ce qui me concerne, que Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Demain, il sera ancien président de la République. Vous pensez qu'il sera normal pour nous de dire que Félix Tshisekedi ne doit pas s'installer telle ou telle autre part parce qu'il y a une insécurité? Pour moi, je pense que nous ne devrions pas voir les choses de cette façon-là. C'est la première fois que dans ces pays, nous avons un président au pouvoir et un ancien président de la République sur ces territoires. C'est un acquis que nous devons préserver. Mais on dit que son déplacement à Lubumbashi, c'est comme si c'est une fuite. Bon, comme on a dit aussi que quand il est parti au niveau de Dubaï. À Dubaï, c'était aussi une fuite. Il est revenu, il est au Katanga. Bon, je pense que nous ne devons pas, si nous voulons vraiment que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui quittent pour préserver les acquis de notre démocratie, nous ne devons pas penser de cette façon-là. Sinon, ces gens se diront, bon, si je quitte le pouvoir, on me poussera à l'exil. Et donc, ça ne sera pas du tout bien. Je reste au pouvoir jusqu'à peut-être à ma mort. Hein. Alors, je pense que ça ne sera pas bon. Nous devons accepter que Joseph Kabila puisse rester au Congo et qu'il soit d'ailleurs bien sécurisé. Qu'il soit en sécurité et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se disent que quand ils quitteront le pouvoir, ils auront aussi cette même liberté dans cet état et nous irons vers l'avant. Nous sommes trop dans le populisme au lieu d'analyser des questions réelles. Mais en ce qui concerne l'insécurité à l'Est, c'est sur ça que je disais que j'attendais le Premier ministre sur les résultats. Non seulement le Premier ministre, mais le Premier ministre et son union sacrée. Son union sacrée. De son gouvernement. Le Premier ministre, son gouvernement de l'union sacrée et surtout le président de la République qui aujourd'hui n'a plus d'excuses. Qui aujourd'hui n'a plus d'excuses parce que hier, c'était l'ancienne majorité, les FCC qui les bloquaient, ce qui pouvait être vrai. Mais aujourd'hui, il a toutes les cartes à main. On l'attend au tournant. On l'attend au tournant. Alors, maître, la mort de l'ambassadeur, même à l'époque de Kabila, on n'a pas vu, on n'a pas vu une insécurité ou des événements pareils. Un ambassadeur d'un pays étranger, il est là et il est assassiné en RDC. Ce qui veut dire que cette question de l'insécurité, ça ne va pas vraiment. La question de l'insécurité, elle pose assez de problèmes. Nous attendons que le Premier ministre et son gouvernement résolvent cette question. Mais si vous aviez des propositions, vous en tant qu'analyste politique, quelles propositions feriez-vous pour vraiment que des stratégies à donner pour que peut-être que Dieu seul sait, un du futur membre du gouvernement pourrait vous entendre et copier, ça pourra aider le pays. Je ne pense pas que vous pouvez garder de bonnes stratégies pour donner à la République, seulement donner quand vous serez au gouvernement. Si vous avez des bonnes idées... Je suis un citoyen congolais et donc voilà. Si j'ai des idées sur les questions sécuritaires de l'Est, je pourrais les donner, mais vous n'oublierez pas que le président de la République
nous avait à un certain moment dit qu'il allait installer le quartier général à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la question que je cherchais à vous poser. On a installé un quartier général avancé, selon ce que j'ai appris, ou selon ce qui s'est dit. Si le quartier général avancé n'a pas trouvé de résultat, il faut encore avancer. Il faut encore avancer sur l'avancée. Hein. Et donc il faut que lui-même s'installe finalement parce que ça non, va pas là. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudra que le président de la République aille s'installer. Bon, il avait dit... je veux m'installer ici. Donc le quartier général le représente alors? Non, le quartier général, c'est l'armée lui-même, c'est la personne institution. Suprême. Et vous savez, le président de la République, sa sécurité, c'est la sécurité de toute une nation. Si on estime que des questions sécuritaires ne permettront pas qu'il s'installe à l'Est, je pense que pour préserver la paix, il faudra qu'il s'installe là où sa sécurité est garantie. Ok. Maître Dona Kabouya Kazadi, Maître Kabouya Kazadi Dona, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission, mais ça, il faut qu'on en parle, la justice. Dossier Chebeya, Rossi Chimanga, mais le plus récent, c'est le dossier EPST. On a vu Willy Bakonga comme renseignant. Alors, j'aimerais que vous puissiez placer, je sais que c'est votre partenaire, mais ici vous intervenez en tant qu'analyste politique. Vous pensez à quoi par rapport au dossier Floribert Chebeya? Il y a un documentaire qui est passé sur TV5 Monde. John Numbi doit être arrêté. Si il y a des accusations aussi graves contre lui ou contre certaines personnes, je pense que dans un état de droit, c'est un état où la force du droit passe au-dessus du droit de la force. Mais il crie à la complicité. Il y a les gens qui se sont liqués contre lui et il commence à raconter des histoires. Ces genres d'arguments, pour moi, devaient être présentés. Vous savez, les malheurs du Congo, c'est quoi? C'est de chercher à se justifier devant les médias au lieu de passer devant la justice et présenter ses moyens de défense. Parce que si on l'accuse et que lui estime qu'il est innocent et que ce serait un complot monté contre lui, si la justice l'invite, qu'il aille, qu'il présente ses moyens de défense et que la justice nous dise qu'il n'est pas coupable. Parce que vous savez, dans ces pays, nous avons aussi opté pour de mauvaises stratégies, de condamner les gens sur les médias ou de les acquitter sur les médias. Donc il fallait qu'il aille se présenter. Qu'il se présente devant la justice, qu'on l'écoute, que la justice l'écoute, que la justice nous dise John Numbi n'est pas coupable. Si moi, aujourd'hui, la justice dit John Numbi n'est pas coupable, moi, je m'incline. Hein. Ah, vous êtes avocat, ce n'est que normal que vous vous incliniez, mais la population, là, il faut donner beaucoup d'explications pour qu'on comprenne que les juges ne font pas son travail en tenant compte de ça. Les juges disent les droits. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Voilà. Alors, procès Rossi Chimanga, un procès qui revient encore. Donc on peut se dire que d'accord, maintenant ça va avec la justice congolaise. Parce que c'était passé comme ça et puis... maintenant que c'est relancé, on peut dire bravo à l'état des droits. C'est un dossier qui est encore en cours. Attendons voir à quelle conclusion arriveront les juges. Et en ce moment-là, on pourra dire si les choses ont été bien faites ou pas. Et encore que ça sera une décision de justice, nous allons l'analyser comme analyste politique et pas comme avocat que nous sommes. Nous, en tant que journalistes, nous demandons à la justice de faire son travail. Exactement. Exactement. Et bien faire son travail. Exactement. Mais vous savez, au Congo, quand on dit que la justice fasse son travail, des fois, on a une opinion dans la tête. On pense que c'est cette opinion-là qui constitue la justice. D'accord, merci. L'opinion publique aujourd'hui... elle a des considérations assez sociologiques
alors que le droit, c'est des considérations juridiques. Merci, Maître Donat, mais on va chuter alors avec ce dossier et pester les détournements décrits au niveau de CECOPE, au niveau de l'EPST. Les enseignants vraiment, ils se disent, bon, même si vous dites réellement dans la justice, il faut que les justices soient dites, soient faites, il faut que les droits soient dits, mais les enseignants veulent que la vraie justice soit faite, mais surtout que les détourneurs, tels qu'ils sont là, et tous ces gens-là qu'on est en train de citer, qu'on les voit se serrer la même tête avec Vital Kamerhe. Voilà la première erreur que je dois corriger, c'est les détourneurs tels qu'ils sont là. Alors, dans ces procès, il n'y a pas encore de détourneurs. Dans ces procès, il y a des présumés. La vérité c'est qu'il y a eu détournement, il y a détournement d'argent à l'EPST. Et ce sont des gestionnaires, ces gens-là. C'est des questions qu'il faudra se poser. Il y a eu détournement, oui ou non? La réponse nous sera donnée par les juges. Et s'il y a eu détournement, qui a détourné? Mais dans l'entretemps, je voulais aussi dire d'abord quelque chose avant d'arriver à une conclusion que je vais donner. C'est que, comme je le disais tantôt, au Congo, nous condamnons les gens avant et surtout sur les réseaux. Avec l'avènement des réseaux sociaux, avec la télévision, on risque de vous condamner. On risque de vous lyncher. Vous est-il déjà arrivé qu'on dise quelque chose de vous qui ne soit pas vrai? Je ne réponds pas aux questions. Voilà, vous ne répondez pas aux questions, mais j'ai la réponse de par votre réaction. Je crois que oui. Si telle chose vous est déjà arrivée... Vous avez répondu. Voilà. Si telle chose vous est déjà arrivée, vous allez comprendre qu'à un certain moment, il arrive qu'on nous accuse de choses que nous n'avons pas faites ou qu'on nous accuse de choses que certaines personnes ont faites et que nous ne soyons que des boucs émissaires, des agneaux expiatoires. Alors, vous concluez en disant: je veux que la justice fasse son travail. Et donc, je n'ai pas examiné les questions de fond dans ces dossiers parce que moi-même, je suis avocat de l'une des parties et en tant que tel, je ne peux pas émettre des avis sur ces dossiers. J'ai donné des considérations d'ordre général pour tout procès. Que la justice le procès doit être équitable. Hein, chaque partie doit bénéficier de ses droits et surtout les prévenus doivent bénéficier du droit de la défense. Hein? S'ils se sont bien défendus, qu'ils ont organisé leur défense comme il se doit, alors qu'ils soient libérés, que les juges se décident de les acquitter ou de les condamner, on dira alors que l'état de droit que nous avons réclamé pendant tous ces temps est enfin arrivé. Et même si on les condamne, selon la justice, on se dira que l'état des droits a fait son travail. Alors, nous recevons sur ce plateau Maître Kabouya Kazadi Dona. Il est analyste politique, en même temps maître avocat. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Maître Dona, quelle est votre dernière parole, le mot de la fin en 1 minute et on va clôturer avec cette émission. Nous souhaitons bonne chance au gouvernement de l'Union sacrée, dirigé par Sama, et à son premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Nous estimons que nous pensons qu'il répondra aux besoins de la population congolaise. Et si tel est le cas, en ce moment-là, on applaudira parce que nous sommes fils de ce pays. Nous voulons enfin que ce pays puisse décoller. Et si c'est avec Sama Lukonde, et d'ailleurs c'est un des jeunes premiers ministres, ça fait honneur à la jeunesse congolaise. Alors, surtout que vous êtes jeune. Voilà, pour ces deux raisons, je pense que le premier ministre devra faire tous ses efforts pour faire décoller ce pays. Merci beaucoup, Maître Dona Kabouya Kazadi, pour toutes ces analyses aussi riches, et surtout
sur le plan politique et aussi sur le plan du droit, que ceux qui ont le problème avec la justice, que la justice rende sa justice, qu'ils disent le droit de façon équitable. Le mois de mars, le mois des femmes, joyeux mois de femmes à vous. Ce moment surtout, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire chez moi. Là, on voit pasteur Yamba Yamba, mon pasteur à moi, qui a fêté son anniversaire pour ce mois de mars. Maman Charlie Chilemba Yamba Yamba également. Nana Love, vous aussi, vous avez fêté votre anniversaire. Surtout, restez toujours branchés à votre chaîne de télévision, chaîne des rêves et qui est la télévision. Surtout, vous avez un point de vie, vous voulez contredire tout ce que Maître a dit. Venez les contredire, saute avec lui, saute en seul, appelez-nous sur ce numéro-là ou écrivez-nous. Le prochain rendez-vous est pris. Merci et à la prochaine.